Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le DS6 que vous aviez en 2 heures de 2024. Donc ici, vous aviez deux fonctions U de x et V de x dont il fallait déterminer les dérivées énièmes. Alors, pour déterminer les dérivées énièmes, dans un premier temps, on dérive une première fois pour voir un peu ce que cela donne. Une deuxième fois. Ici, on voit que le 2 va apparaître avec un moins, donc moins 1 fois moins 2 plus 2 sur 1 plus x puissance 3. Quand je vais redériver, je vais garder le 2, mais je vais avoir le moins 3 qui va apparaître. Voilà. Tout ça, c'est en utilisant la formule systématiquement 1 sur u puissance n prime, c'est moins n sur u puissance n plus 1. Et avec un u' qui apparaît, mais comme ici u' vaut 1, à chaque fois, on ne voit pas apparaître le prime. Alors que pour là, le u' fera moins 1, donc il s'annulera avec le moins du n. Donc ici, on constate qu'effectivement, à chaque fois, il y a le 4 qui finit par apparaître, le 5, le 6, le 7, et donc on en déduit cette formule-là, où effectivement, on a 2 fois 3 fois 4 jusqu'à... enfin 2 fois 3, puisqu'on dérive 3 fois, n fois, ce sera 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n, donc n factoriel. Un moins 1 qui apparaît une fois sur 2 et qui dépend d'ordre de dérivation. Quand on dérive 3 fois, on tombe sur moins 1. Donc c'est avec la parité de n que cela fonctionne. Quand n est impair, moins 1 puissance n sera moins 1. Et donc effectivement, on retrouve les moins ici une fois sur 2. Et ensuite 1 plus x, et on voit que le 3 devient 4. Donc ici, n plus 1. Voilà pour la dérivée énième de u. Avec une étude similaire, on se rend compte que quand on fait les dérivées successives de v, on retombe sur les mêmes dérivées, sauf que un moins apparaît du fait du u'. Donc à chaque fois, le moins du n moins n et du u' s'annule, et à chaque fois, j'ai la même chose, mais avec un plus. Donc ici, j'obtiens v dérivée énième. Il n'y a plus le moins 1 puissance n, et on a directement ceci. Ceci peut être démontré par récurrence, je ne le ferai pas. Euh, Ensuite, on vous demandait dans la question d'après de déterminer la dérivée de la fonction w définie ainsi. Et là, le fait de voir que l'on peut décomposer w comme 1 demi de u de x plus v de x nous permet d'avoir directement la dérivée énième de w, puisque la dérivée énième de w sera 1 demi de dérivée énième de u plus dérivée énième de v. Donc je n'irai pas plus loin, hein, il suffit de remplacer après les expressions de u qu'on a trouvées ici et de v qu'on a trouvées là. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Alors dans cette deuxième question, nous devons trouver la dérivée énième de y de x définie sous cette forme-là, sous forme d'un produit de cette fonction et de cette fonction. Or, nous avons la formule de Leibniz qui nous dit que la dérivée énième de y est égale à la somme de k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n. Ça ressemble beaucoup à la formule du binôme, des alpha dérivés km et bêta dérivés n-km. Voilà le produit des deux. Ici, la dérivée successive de alpha, elles sont faciles, hein, puisque la dérivée première c'est moins 2x, la dérivée seconde c'est moins 2, et à partir de la dérivée troisième, les dérivées de la fonction alpha sont nulles. Donc ici, dès que n est supérieur ou égal à 2, on a la somme qui va s'arrêter à 2. Bien sûr, il faut que n soit plus grand que 2, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, je recopie. Après simplification, donc on écrit pour k égale à 0, on obtient ceci. Le n, lui, ne bouge pas, hein, c'est le fait d'avoir la somme que jusqu'à 2 qui fait qu'on s'arrête à 2, mais ce n'est pas parce que n est égal à 2, hein, c'est toujours la même remarque. Dérivée zéroième de alpha, bêta dérivée n-2 fois, plus, etc. La même chose avec 1 et la même chose avec 2. 1
ici, dérivée première et dérivée n-1, etc. Alors 0 parmi n, c'est 1. Alpha, on le connaît, c'est ceci, et la dérivée n de ceci. Alors pour les bêta, les dérivées successives, on remarque qu'à chaque fois qu'on dérive, on a un 2 qui apparaît devant. Dérivée seconde, 2 au carré. Donc dérivée n, on obtiendra tout simplement 2 puissance n, ceci. Voilà, avec toujours la même puissance. Hein. La dérivée de e de u, c'est u' e de u. Donc ici, on obtient dérivée, j'ai mis n-2, il y en a qui ont dû réagir et hurler sur leur écran, c'est dérivée n, pardon. Donc 2 puissance n, exponentielle de 1 plus, voilà, puisque j'ai pris pour k égale à 0, donc dérivée 0e, et bêta dérivée n-0, donc dérivée n. Voilà. Ensuite 2 puissance n-1, 1 parmi n, ça nous fera n, fois, voilà, dérivée première de alpha 2x, moins 2x, voilà, moins 2x, et e, voilà, donc en fait on va pouvoir factoriser par ceci à chaque fois, voilà. Et puis ici, moins 2, plus, toujours moins 2, moins avec la dérivée deuxième de alpha, et puis exponentielle de, voilà. Donc ici on peut factoriser par cette expression, voilà. Et ici on peut simplifier, on développe, là il y a du 2 puissance n, 2 puissance n-1, on peut même factoriser par 2 puissance n-1, enfin vous regarderez le corrigé. Alors pour la suivante, c'est encore un produit, puisqu'on a z de x qui est égal à x puissance n 1 sur 1 moins x. Alors ça, on reconnaît encore la fonction v de tout à l'heure, dont on connaît les dérivées successives, qui sont n factoriel sur 1 moins x puissance n plus 1. Et on peut encore utiliser la formule du binôme. Donc cette fois-ci, on posera u de x égale x puissance n, et on détermine la dérivée n-ième. Alors la dérivée, alors j'avais noté sur le corrigé alpha, donc je vais encore mettre alpha. Et les dérivées successives de alpha, si je dérive une première fois, j'obtiens n x puissance n-1. Ça c'est alpha de x, hein, donc la dérivée seconde, c'est n facteur de n-1 x puissance n-2. Voilà, donc on se retrouve avec ici seconde n-2 et on s'arrête à n-1. Donc ici, la dérivée k'ème, on va avoir x puissance n-k, dérivée seconde n-2. Ensuite, n fois n-1 fois, et pas tout à fait n-k, puisque n-k ça m'aurait fait n-2, mais c'est n-k plus 1. Voilà. Ceci, c'est comme si je faisais n factoriel, et ici, il faut que j'enlève à partir de n-k, n-k moins 1, etc. Donc n-k factoriel, voilà la dérivée k'ème de alpha. Maintenant, on applique simplement la formule du binôme, qui est ceci, voilà, k parmi n, alpha dérivée k'ème. Alors, il y en a qui ont pris n-k ici, parce qu'ils se sont rendus compte que n-k, si je remplace n par n-k, j'ai ceci, k factoriel, x puissance, je remplace k par n-k et j'obtiens x puissance k. Donc c'est plus facile de prendre la dérivée n-k'ème que la dérivée k'ème, et de prendre les dérivées successives, dérivée k'ème pour v. Comme ça, c'est plus facile au niveau de l'expression. Et on obtient tout simplement ici k parmi n, on connaît, c'est n factoriel sur n moins k factoriel, facteur de k factoriel. Ça, on remplace, j'obtiens n factoriel sur k factoriel, x puissance k, et ceci, dérivée k'ème, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, c'est k-1.
pardon, voilà. Ici, ceci et ceci s'éliminent. Là, je vais avoir du n factoriel que je vais pouvoir sortir. Et donc, je vais obtenir ici n factoriel, je le sors. J'ai ici, pour obtenir puissance k, je vais multiplier par 1 moins x. Comme ça, je vais avoir puissance k. Ensuite, somme de k égale 0 jusqu'à n. J'ai toujours k parmi n. Et x sur 1 moins x à la puissance k. Donc là, je reconnais le binôme de Newton. Et j'obtiens donc 1 plus, puisque c'est comme si j'avais fois ceci. Voilà. Donc 1 plus x sur 1 moins x, le tout à la puissance n. Je mets sous le même dénominateur et j'obtiens 1 moins x plus x, donc 1 sur 1 moins x à la puissance n. Ici, avec celui-ci, ça fera n moins 1. Je vérifie. Ah oui, une petite erreur ici, c'est que c'est un plus k, puisque ici c'est n plus 1 au lieu de n moins 1. Donc c'est k plus 1 ici. Donc ici, j'ai fait une petite erreur, c'est sur x moins 1. Ici, sur 1 moins x, pardon, ici 1 moins x. Et donc j'obtiens ceci. Voilà pour le résultat de la question petit b. Alors, pour cette troisième question de l'exercice 1, je vais plutôt corriger le DS de révision que vous avez eu il y a peu, parce que enfin, je trouve ça plus judicieux comme ça. Euh, vous aurez aussi le corrigé du DS de révision. Donc ici, vous avez les probabilités de SK qui s'expriment sous la forme de lambda facteur de k plus 1. Ici, dans la première question, on vous demande de trouver le lambda. Donc ici, SK étant des sacs, SK c'est un sac, vous avez une K boule, dont une est blanche et les autres sont rouges. Ce n'est pas des boules, c'est des jetons, mais enfin c'est pareil, hein. Donc les autres sont rouges. Donc vous avez K-1 jeton rouge et un jeton blanc. Ici, la probabilité donc, de tirer dans le sac SK est de cette forme. Il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc, voilà. Ceux qui ont dit que c'était un système complet, que donc la somme était égale à 1, la somme des probabilités était égale à 1, c'est très bien aussi. Je ne l'ai pas fait dans le corrigé, mais vous pouvez, effectivement. Et là, on se retrouve avec somme, voilà. On développe k carré plus k égale à 1. Donc ça fait, on sépare les deux sommes, hein, donc c'est la somme des k2 et la somme des k. La somme des k2, on obtient ceci. La somme des k, on obtient des k2, pardon, des k c'est ceci. La somme des k2 c'est 1 sur 6 n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc ici on met tout sur le même dénominateur, donc on met sur 6, on multiplie par 3. Donc ça nous fait lambda sur 6. Et là, on peut aussi factoriser par nn plus 1. Pensez à ça, ça vous simplifiera énormément les choses. Donc il reste 3 plus 2n plus 1. Là, il y a 2n plus 4, on peut factoriser par 2 avec le 6, on va avoir une simplification qui va nous donner 3. Et l'expression, voilà, qui doit être égale à 1, et on obtient lambda tel que c'est demandé. Donc, dans la deuxième question, on vous demande de donner la probabilité de B sachant SK. Si dans le sac SK, vous avez un jeton blanc sur K jetons, vous avez une chance sur K de tirer un jeton blanc. Donc ça, c'est voir énoncé, hein. Il n'y a pas de justification supplémentaire. Pour après utiliser la probabilité totale pour calculer P de B sachant SK, il faut que vous rappeliez d'abord que ce système, donc il faut citer le système, hein, ça ne suffit pas de dire simplement qu'on a un système complet, est un système complet, voilà, système complet, il est écrit en toutes lettres. Je peux donc utiliser la formule de probabilité totale, écrire le tout, et on obtient
P de B égale somme de K égale 1 à N, il faut écrire la formule, de P de SK fois P de B sachant SK. En fait, vous avez S1, S1, S2. Alors, parce qu'on note le sac et l'événement de la même façon dans cet énoncé. C'est dangereux, mais on a décidé de faire ainsi et c'est précisé dans l'énoncé. Donc ici, 1 parmi 1, il n'y a qu'un seul jeton. Ici, 1 parmi 2, il y a 2 jetons. Blanc ou pas blanc. Ici, c'est forcément blanc. Voilà. Et donc, en fait, on fait la somme de toutes ces branches. Et cette somme représente ceci. Donc, en réalité, derrière, il y a un arbre. Pensez-y. Ah mince, j'ai caché le petit 1. Je ne vais pas recommencer la vidéo pour ça. Je ne vais pas faire du montage. Je ne suis pas très doué pour les montages. Donc voilà, ici, on obtient ceci. On remplace. Ça, c'est 1 sur K. Ça, c'est lambda que je peux sortir. Facteur de... Voilà. Et ensuite, on a les K qui se simplifient. On se retrouve avec la somme de K égale 1 jusqu'à N des 1 plus K. Alors ça, soit vous reconnaissez ici une suite arithmétique de raison 1, à chaque fois on monte de 1, avec premier terme 2, dernier terme pour K égale N, ça nous donne N plus 1 sur 2, donc premier plus dernier sur 2 fois le nombre de termes qui est N. Soit vous dites, c'est la somme des 1, donc N, de 1 à N, il y a N fois 1, et la somme des K, N, facteur de N plus 1 sur 2. Et cette expression ou celle-ci, c'est la même chose. Voilà pour P de B. P2. Ensuite, dans la troisième question, on sait que le jeton est blanc et on vous demande quelle est la probabilité que ce soit dans SK. Ici, vous précisez que vous utilisez la formule de Bay. Il faut exprimer en toutes lettres. On utilise la formule de Bay. Donc la formule de Bay, ce n'est pas celle-ci, mais c'est celle-là. P2 sachant SK de B fois P de SK sur P de B. C'est ceci égale ceci qui est la formule de Bay. Ceci, on vient de calculer là. Là, on sait que c'est ceci. Donc, c'est lambda facteur de K plus 1 sur P de B qui est lambda facteur de N plus 3 sur 2 fois N. N plus 3 sur 2 fois N. Il y a les lambda qui se simplifient. C'est plus rapide en faisant comme ça et en gardant les lambda. N facteur de N plus 3. Voilà pour le résultat de P de B sachant P de SK sachant B. Alors, j'ai oublié le 2. Ici, il y a un 2. Alors, pour la question 4, cette fois-ci, on a FK, l'union des événements SN pour L variant de 1 à K, c'est-à-dire que maintenant, quelle est la probabilité d'avoir tiré dans un sac dont l'indice est compris entre 1 et K, sachant que le jeton est blanc. Donc l'événement on a tiré dans un sac dont l'indice est entre 1 et K, c'est cette union d'événements. Donc c'est la probabilité de FK, sachant blanc. Ici, comme c'est une union disjointe, c'est la somme des probas. Voilà. Ici, ceux-là, on les connaît, c'est ça. Donc on peut sortir le 2 sur n facteur de n plus 3 et on se trouve avec la somme de L variant de 1 à K des 1 plus N. Cette fois-ci, je vais remplacer L par, voilà. J'utilise la même formule que là et j'obtiens L plus 3, K plus 3, facteur de K sur 2 fois lambda. Voilà. Et donc avec le 2 qui est ici, ça va simplifier et j'obtiens K facteur de K plus 3 sur N facteur de N plus 3. Voilà pour ce premier exercice. Donc, on va passer maintenant à l'exercice 2. Je vais tout faire sur la même vidéo, ce sera plus simple. Alors, dans cet exercice 2, nous avons à étudier la fonction f qui est ici et à dresser son tableau de variation. Donc pour dresser le tableau de variation,
on étudie la dérivée. Le calcul de la dérivée, c'est u fois v. Ça, la dérivée de 1, ce sera 0. Hein. Et donc, c'est u' v plus uv'. On obtient cette expression. Ensuite, le signe est très simple, puisque x est positif et l'exponentielle, c'est toujours positif, puisqu'on étudie la fonction est définie sur 0 plus infini. Donc, on a plus partout, ici. On vous demande de faire apparaître la valeur en 1. La valeur en 1, si j'évalue, ici, ça fera 0 plus 1, donc 1. En 2, ça fera 2. Le calcul est facile. Il n'y a pas d'indéterminé en plus infini, puisque ça, c'est plus infini fois plus infini, donc plus l'infini. Et en 0, j'évalue simplement, je remplace x par 0, et j'obtiens e de moins 2, avec un moins devant, et plus 1. Donc voilà l'expression. Donc pour la question 2, on vous demande de montrer que f est une bijection. Donc ici, on a f strictement croissante, voilà, sur R+, et continue. Donc, f induit une bijection. Voilà, donc vous relirez la présentation. Une bijection de i dans f de i, et on calcule f de i. Voilà. Et on obtient ceci. Voilà. On note G, sa bisection réciproque. Et le tableau de variation de G, très simple, puisque vous prenez l'ensemble d'arrivées. Voilà. Vous avez les variations de G de la fonction réciproque qui sont les mêmes que les variations de f, enfin qui sont les mêmes, qui est la même que la variation de f, donc strictement croissante, sinon il n'y a pas de bijection, hein, s'il n'y a pas stricte monotonie. Donc de toute façon, on peut parler de la variation. G, ceci, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ de f, c'est-à-dire 0 plus infini. Dans la mesure où l'image de 1 c'est 1, pour G, l'image de 1 c'est 1. Voilà, son image de 1 et 1, de 2 c'est 2. 2 c'est 2. Donc voilà le tableau de variation de G. Ensuite, pour le domaine de dérivabilité de G, on rappelle que f est dérivable. Alors soit vous dites directement sur 0 plus infini, et quel que soit x appartenant à 0 plus infini, vous enlevez directement la valeur où la dérivée s'annule ici. Auquel cas vous avez la dérivée de f qui sur 0 non compris plus l'infini est non nul et est strictement positif, donc différent de 0. Donc g est dérivable, et vous rappelez l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable, c'est cette fois-ci la valeur de la dérivée en 1 moins e de moins 2, ce serait plus l'infini, donc c'est pas dérivable, hein. Donc vous mettez simplement, vous enlevez la valeur qui est ici. Alors maintenant, pour les questions d'après, on va utiliser ce qu'on vient de déterminer ici sur ces questions. Donc, enfin, je me suis très mal exprimé, je voulais dire, on va utiliser ce qu'on a démontré dans ces deux premières questions pour étudier des suites, sachant que la fonction f, et ça sur le graphique, je ne l'ai pas fait dans le corrigé, la fonction f fait ceci, vous avez la suite x avec x0 qui appartient à 0, 1, et donc quand on regarde le comportement de la suite, on va avoir une suite qui va croître et tendre vers 1. Alors pour la suite y, c'est à partir de la fonction g. La fonction g, elle fait ceci, c'est la symétrie de cette représentation par rapport à la première bisectrice. Et ici, le y initial pour la suite y, c'est une valeur. Alors, j'ai un petit souci, j'ai pas mon énoncé. Oui, j'ai écrasé mon énoncé, enfin c'est pas grave, je l'ai là. Et y0 est supérieur à 2, donc y0 est là, et donc on va avoir encore une suite décroissante, minorée par 2 et qui va tendre vers 2. Alors on va faire ces deux études. Alors, comme on les a faites souvent,
Je vais me contenter de celle de y, hein, parce que pour x, je pense que vous avez bien compris le corrigé écrit. Les choses que vous avez certainement oublié de préciser, et je vais directement à l'essentiel. Déjà, pour étudier le tableau de variation de f', on fait f second, on voit que c'est positif, donc on a une stricte croissance. Entre 0 et 1, vous avez pour image ceci, donc f' est toujours compris entre e2-1 et 0. Donc on peut utiliser l'inégalité des accroissements finis. Et là, ce que vous oubliez, c'est de préciser le domaine dans lequel doivent être compris les valeurs x et y. Donc ici, on est entre 0 et 1. Et ça, souvent, vous l'oubliez. Vous dites f de y moins f de x en valeur absolue, inférieur ou égal au maximum de f', voilà, y moins x. Donc ça, c'est quelque chose que vous oubliez énormément. C'est ceci. Et donc ça, c'est fondamental, hein, sinon vous serez sanctionné. Ensuite, on remplace x par la valeur 1, et f de 1, c'est 1. Y par la valeur xn, donc on a f de xn. Vous remplacerez f de xn par xn plus 1, hein, bien sûr. Et ici, y, c'est xn moins 1. Donc on obtient ceci en l'appliquant comme je l'ai dit. Ensuite, on utilise la récurrence, hein, pour montrer que ceci est inférieur ou égal à ça. Voilà, ceci. Donc ça a été fait plein de fois. Pour la fonction, la suite y, c'est la même chose, hein. Y, c'est G2. Il suffit simplement de trouver une majoration de G' de X. Donc, la majoration de G' de X, on obtient G' de X qui est égal par la formule sur les fonctions réciproques, qui est égal à ceci. Voilà. Et G de X, comme si X est compris entre 2 et plus infini, G de X est plus grand que 2, hein, d'après le tableau de variation. Voilà, donc G de X supérieur ou égal à 2. Et quand vous avez f', elle est comme ça, et à partir de 2, vous avez f' qui est plus grand, f' de x, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini. Alors on va marquer, si vous voulez, y, puisque y ce sera g de x. On a ceci qui est plus grand que 2. Donc, ceci, alors je passe à l'inverse, hein. Ça nous fait 1 sur f' de x, y inférieur ou égal à 2. On dit la fonction inverse étant décroissante. Et donc après, on obtient ici, en remplaçant, pardon, ça c'est y, en remplaçant y par g de x, on obtient, voilà. Voilà, inférieur ou égal à 2, à 1 demi. Et donc on a une inégalité sur g de x, g' de x, qui est toujours positive, et qui est, puisque c'est f' de g de x, 1 sur f' de g de x, or f' est toujours positive, et donc inférieur à 1 demi, et on a de nouveau une inégalité triangulaire, mais avec g ici, et au lieu de e puissance moins 1, on a ici 1 demi. Et donc on obtient, en remplaçant y par yn, on obtient yn plus 1, x par 2, g de 2 c'est 2, ici ceci, y0, et au lieu d'un demi, voilà, yn, pardon. Et après, par récurrence, ceci. Voilà. Donc, vraiment la même chose pour y et pour x. Je vais fermer un petit peu mes volets parce qu'il y a trop de lumière et on ne voit plus notre tableau. Alors, nous allons passer maintenant à l'exercice 3. Alors, dans cet exercice 3, dans une première partie, on doit étudier les puissances successives de m, définies ainsi. On définit J comme étant m-I, on obtient cette matrice qu'on a déjà rencontrée plein de fois. Et les puissances successives de J ne sont rien d'autre
que des j fois 3 puissance k-1 pour j puissance k. Mais ça n'est valable qu'à partir de 1. Pour 0, bien sûr, dans la formule du binôme, quand on remplace k par 0, j puissance 0 ne représente que i. Donc ici, si je commence à 1 et que je mets le terme en 0 séparément, j puissance 0, c'est i dans la formule du binôme. Cette formule n'est valable que parce que i et j commutent. Donc vous devez absolument le préciser. Si vous ne le précisez pas, vous perdrez un petit point. Enfin, vous perdrez des points, c'est sûr. Ensuite, donc ça vaut i. Et là, les j puissance k, on pourrait le démontrer par récurrence, c'est 3 puissance k-1 fois jk. Donc là, je ne recopie pas comme ça. On obtient ainsi ici le 3 puissance k-1. Je peux prendre le 3 puissance -1, le mettre devant, et donc je me retrouve avec ceci. Voilà. Donc je fais tout sur la même ligne, comme ça je gagne du temps. Et ensuite, ici on voit que le j ne dépend pas de k, on peut factoriser ici par cette expression, sortir le j de la somme. Hein. Et là, on reconnaît quasiment le binôme de Newton. Pour que ce soit le binôme de Newton, il faut que je commence à 0. Si je commence à 0 au lieu de 1, j'ai rajouté le terme en 0, qui est 0 parmi n, qui vaut 1, et 3 puissance 0 qui vaut 1. Donc j'ai rajouté 1. Donc en fait, il faut que je l'enlève ici, pour que le fait d'avoir changé le 1 en 0 ne change pas la valeur de l'expression. Donc maintenant, j'ai plus qu'à exprimer ce que c'est que ceci. Le moins 1, il est en dehors du signe somme. Pas besoin de le préciser parce que normalement, il y aurait des parenthèses si le moins 1 était dans le signe somme. Là, je reconnais le binôme. C'est a puissance k, b puissance n-k. Le b, c'est 1. Donc a plus b, ça nous fera 4, puisque 3 plus 1, 4, puissance n, ceci. Voilà, donc j'ai cette expression. Voilà. Donc voici pour la partie A. Et bien sûr, toujours le plus i ici. Je n'irai pas plus loin, il suffit de remplacer j par ça, i par son expression avec les 1 sur la diagonale, et vous trouvez l'expression de m puissance n. Alors pour la question de la partie B, on aura besoin de ce résultat. Alors dans cet exercice 3 partie B, on a 3 points A, B et C distincts, et nous avons un pion qui va se déplacer de A à B, rester en A, etc., suivant des conditions dues à l'expérience qui sont les suivantes. On nous dit qu'à l'étape 0, le pion est en A, donc on a P de A0 qui vaut 1, donc P de A1 vaut 0, P de B0 vaut 0, P de C0 vaut 0. Ensuite, alors c'est assez simple puisque il a une chance sur 2 à chaque fois de rester au même endroit. Et ensuite, il reste un demi pour les deux autres cas. Et donc, on a autant de chances d'aller dans B que d'aller en B qu'en C. Donc ici, avec les mêmes règles, on obtient ceci. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, un demi, un quart, un quart. Ici, on vous dit que la probabilité de rester, d'aller en AN, d'être en AN à l'étape N et Pn, ici Qn et ici Rn. Donc ici, on a P1, Q1 et non, P0, pardon, Q0 et R0. Voilà pour les valeurs initiales des suites Pn, Qn et Rn. Ensuite, on vous demande de calculer au rang 1, donc pour n égale 1. Donc pour n égale 1, il suffit simplement de préciser que A1, B1 et C1, A0, B0 et C0, système complet. Donc on peut appliquer la formule P de A1, c'est P de A0 fois donc probabilité totale, formule de probabilité totale, système complet, formule de probabilité totale.
A1 sachant A0, plus, etc. Là, P de B0 fois P de A1 sachant B0. Donc ici, 1 quart, hein, c'est celui-là. Mais là, 0, etc. Et donc, on finit le calcul. Ici, on va obtenir 1 fois 1 demi, donc 1 demi. Donc P de P1 vaut 1 demi. Et on fera pareil pour Q1 et R1. Et on obtiendra, en remplaçant les expressions qui sont ici, cette fois-ci on aura B1, 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 cela toujours égal à 0, donc on aura juste le 1 qui est ici fois 1 quart, donc 1 quart, et 1 quart ici. Pareil pour le R1. Voilà ce qu'on va obtenir hein, pour... Ensuite, si je remplace A0, B0 et C0 par AN, BN et CN, j'ai encore un système complet. J'écris que je peux encore utiliser la formule de probabilité totale. J'obtiens cette fois-ci ceci. Là, ce qui va changer, c'est que voilà, c'est que ces probas, cette fois-ci, ne sont plus nuls. Ici, j'ai Pn fois 1 demi, plus ici Qn fois 1 quart, plus Rn fois 1 quart. Qn plus 1, avec le même type de raisonnement, j'obtiens 1 quart de Pn plus 1 demi de Qn plus 1 quart de Rn. Et pour Rn plus 1, 1 quart, 1 quart et 1 demi. Voilà les trois expressions que je vais obtenir. Alors maintenant, on obtient ici que le vecteur Rn, Pn, Qn et Rn, je vais ici obtenir Pn plus 1, voilà, Qn plus 1, Rn plus 1, en faisant ce vecteur fois 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 demi. Et là, je reconnais 1 quart, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Donc j'obtiens, si je note ceci Vn, j'ai Vn plus 1 qui est égal à ça fois Vn, c'est-à-dire Vn plus 1 égale 1 quart de M fois Vn. Voilà. Alors, maintenant, par récurrence, je montre que Vn égale 1 sur 4 puissance n m puissance n V0. V0, je sais que c'est 1, 0, 0. Et donc, m puissance n, je l'ai calculé dans la partie A. Donc, V0 étant égal à 1, 0, 0, j'obtiendrai juste la première colonne de m puissance n fois et 1 quart à la puissance n. Et donc, j'obtiendrai Pn, Qn et Rn. Voilà comment on procède dans cet exercice. On va passer maintenant à l'exercice 4. Alors dans cet exercice 4, on a une chance sur deux de jouer sur une machine, la machine A au premier choix, puisque la première machine est choisie au hasard. Donc une chance sur deux de jouer sur la machine A. Dans la mesure où on ne vous a pas défini d'événement pour jouer sur la machine B, vous ne pouvez pas utiliser B1, sauf si vous dites B1, BK et l'événement joué à la kème partie sur la machine B. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de mettre B1. À ce moment-là, vous mettez A1 bar, c'est tout aussi bien, ça veut dire jouer sur la machine B. Alors pour obtenir G1, vous avez ici ceci, qui est un système complet d'événements. On peut utiliser la formule de probabilité totale, je ne l'écris pas et je l'applique, hein, mais il faut l'écrire. Alors faites bien attention, quand je veux P de G1, mettez bien la formule. Hein. Il ne faut pas écrire simplement les calculs, ceci fois
un demi ou un tiers, hein, suivant que vous êtes dans le DS de révision ou le DS6. Là, j'ai choisi le DS6. Voilà, donc ce sera un demi. J'avais choisi un demi ou un quart. Oui, un demi de gagner quand je viens de G1 et un quart quand je joue sur la machine B. Voilà. Donc on a ceci, P de G1, voilà, plus, et ça il faut absolument marquer l'expression, je me répète, voilà, et on obtient donc ici un demi fois un demi plus un demi fois un quart, et vous obtenez 3 huitièmes. Voilà. Alors ensuite, pour avoir la probabilité de A2, pour aller jouer sur A2, c'est soit vous avez gagné en ayant joué sur A1, et à ce moment-là, vous allez aller sur A2 obligatoirement, soit vous avez perdu sur la machine B et vous changez de machine. Donc là, c'est 1, là, c'est 1, là, c'est 1 d'aller en B2, et voilà. Parce que là, vous changez de machine si vous avez perdu sur la machine A. Donc P de A2, c'est simplement cet univers plus cet événement, union cet événement. Donc c'est A1 inter G1, union A1 bar, vous êtes sur la machine B et vous perdez sur la machine B. Voilà. Là, on applique la formule, même formule, hein, avec P2 A1. Alors, je commence à l'écrire, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis pareil avec A1 bar et G1 bar. Et vous obtenez, après avoir remplacé, hein, donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Et vous obtenez 13 sur 32. Alors cette fois-ci, le joueur a gagné la deuxième partie. Quelle est la probabilité pour qu'elle ait lieu sur la machine A? Donc il a gagné la deuxième partie. Quelle est la probabilité pour qu'il ait joué sur la machine A? Donc là, on a la formule A2 inter G2 sur P2 G2. G2, on vient de calculer, 13 sur 32. Et A2 inter G2, c'est P de A2 qu'on connaît, fois P de G2 sachant A2. P de G2 sachant A2, donc P de A2 d'abord, on l'a calculé ici, c'est 13 sur 32. Et P de G2 sachant A2, si on joue sur la machine A, on a une chance sur deux de gagner, donc un demi. Donc voilà, on simplifie et on obtient le résultat. Donc ici le résultat c'était 10 13e. C'est bizarre. Non, oui c'est ça, 10 13e. Oui, j'ai fait une coquille, c'est pas 10 13e parce que ici j'ai recopié la mauvaise ligne. Ici on avait 5 huitièmes. Donc 10 13e parce que ici c'est 5 huitièmes. Voilà, c'est pour ça que ça donne ce résultat. Oui, je suis désolé. Ensuite, pour la question 2, cette fois-ci, on va déterminer la probabilité de AK plus 1. Donc, probabilité de AK plus 1, c'est la probabilité pour pouvoir jouer à la kème partie sur AK, à la k plus unième partie sur la machine A, il faut avoir gagné sur la machine A et jouer sur la machine A, gagner sur la machine A et jouer sur la machine A, parce que sinon on aurait changé de machine, ou bien avoir joué sur la machine B et perdu sur la machine B. Voilà. Donc ça, c'est important de l'expliquer en disant en toutes lettres, en écrivant en toutes lettres, pardon, ce que je viens de dire oralement, c'est-à-dire pour jouer à la k plus unième partie sur la machine A, il faut avoir gagné sur la machine A ou perdu sur la machine B. Voilà, si vous dites ça, tout simplement, ça suffit pour justifier cette égalité.
Donc si vous écrivez ça, simplement ça suffira. Ensuite, on applique simplement la formule qui est voilà, etc. Ensuite, en appliquant cette formule, là on a P de K. Gagner sur la machine A, c'est 1 demi. Ensuite, perdre sur la machine B, c'est 3 quarts. Et là, perdre sur la machine, jouer sur la machine B, c'est le contraire de jouer sur la machine A. Donc la probabilité, c'est la probabilité contraire, 1 moins P de K. On écrit, on trouve une suite arithmético-géométrique, puisqu'on trouve P de K plus 1, ça fera 1 demi moins 3 quarts, donc moins 1 quart de PK, plus ici 3 quarts, donc une suite arithmético-géométrique. On remplace par L, on résout, on trouve si et seulement si L égale 3 cinquièmes. Ensuite, on étudie la suite VK égale PK moins L. On montre que VK plus 1, après calcul, on trouvera que c'est moins 1 quart de VK. Donc, on écrira en toutes lettres VK, suite géométrique de raison, moins 1 quart, et de premier terme V1, puisqu'on commence à la première machine, à la première partie, donc pas à la partie zéroième. Donc V1 égale, et on fait le calcul, c'est P1 qui est égal à 1 demi moins 3 cinquièmes. On trouvera 1 demi moins 3 cinquièmes, ce qui nous donnera moins 1 dixième. Donc ça, c'est pour V1. Comme ça commence à V1, quand on écrit VK en fonction de K, c'est Q, donc moins 1 quart à la puissance K moins 1, parce qu'on commence à V1, fois moins 1 dixième. Pour PK, on va tomber sur VK plus L, puisque VK c'est PK moins L. Donc ça, c'est des choses qui ont été bien vues. On peut remplacer VK par son expression, et on trouve PK en fonction de K. On précise que le moins 1 quart, il est compris entre moins 1 et 1, donc ça va tendre vers 0. Et donc, si VK tend vers 0, PK tend vers 3 demi, 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes, ça veut dire que la probabilité au bout d'un grand nombre de machines, de parties, d'être sur la machine A est plutôt de 3 cinquièmes, ce qui est logique puisqu'on a plus de chances de gagner sur la machine A que sur la machine B, et on reste systématiquement sur la machine sur laquelle on gagne. Ensuite, si l'on veut déterminer la moyenne des probabilités de PK, des probabilités de gagner, pardon, en moyenne de combien on gagne, il faut calculer cette probabilité qui est pour un n quelconque et chercher sa limite quand n tend vers plus l'infini. Et cette expression qu'on écrit comme étant Sn dans la question 4, on remplace, ça c'est Pk, Pk on l'a trouvé ici, donc c'est 1 sur n, la somme de k égale 1 jusqu'à n des Vk. Je remplace Pk par Vk plus 3 cinquièmes, pardon. Voilà, 3 cinquièmes, voilà. Donc, je fais le calcul, ça c'est Sl. La somme des 3 cinquièmes, ce sera n fois 3 cinquièmes avec le développement avec le 1 sur n. Ça nous fera 1 sur n, donc somme de k égale 1 jusqu'à n dvk, plus là il y en a n et je divise par n, donc 3 cinquièmes. Donc Sn, c'est ça. Voilà. Et là, il suffit de connaître la formule sur la somme des suites d'une suite géométrique. Alors la somme d'une suite géométrique, c'est donc là le Sn. Sn, je répète une chose que vous avez dû, qui a dû passer à l'as, c'est que Sn, c'est 1 sur n, la somme des pk. Donc c'est la moyenne des pk. Voilà. Or les pk, grosso modo, ils tendent vers 3 cinquièmes. Donc pour des pk très grands, tout ça c'est égal à 3 cinquièmes. Donc quand je fais une moyenne de valeurs qui sont très proches de 3 cinquièmes,
je tombe sur une moyenne qui doit tendre vers 3/5. Donc normalement, je dois tomber sur quelque chose qui va tendre vers 3/5. Déjà, au départ, je dois le deviner. Enfin, je dois le deviner, je peux le deviner, pardon, parce que je m'étonnerait qu'on le devine, mais voilà. Et là, quand je fais la somme des VK, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. C'est le premier terme de la suite géométrique, donc V1, donc moins 5, moins 1 dixième, fois ici 1 moins Q puissance le nombre de termes sur 1 moins Q et moins plus 3/5. Et là, plus il y a le 1 sur n qui apparaît. Donc j'obtiendrai ceci, moins 1 quart à la puissance n sur 1 moins 1 quart, 1 moins 1 quart, donc plus 1 quart, plus 3/5. Et donc ici, ça tend vers 0, donc ça tend vers une limite finie, et là, ça tend vers 0. Donc 0 fois quelque chose qui tend vers une limite finie, ça tend vers 0, plus 3/5, ça tendra bien vers 3/5, ce qu'on avait deviné intuitivement. Alors ensuite, ici, on peut simplifier le 3 quarts, le quart, ça fait 5 quarts, 5 quarts, ça fait 50n, le 4 au numérateur, je peux simplifier 2 et 25, voilà, voilà à peu près, j'ai plus, voilà, j'ai ceci, voilà, plus 3/5. Voilà, j'ai écrit un peu vite, hein, mais vous allez corriger sous les yeux de toute façon. Voilà donc pour ce corrigé de DS2, où je suis allé un peu à l'essentiel, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Bonne révision pour le DS du 17, hein, bien sûr, parce que le DS du 17 se rapproche à grands pas. Il ne faudrait plus que 9 jours.